Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Partons tout de suite à Sofia pour commencer, une région riche en ressources naturelles. Avec ses vastes étendues de terre et ses 50 000 hectares de mangroves, la région joue un rôle clé dans la lutte menée par Madagascar contre le changement climatique. Elle s'investit également dans l'exploitation des crédits carbone pour soutenir le développement des communes rurales. Un reportage de Judy Keller-Engineering. Sofia est la deuxième la plus vaste région de Madagascar. Elle abrite une richesse naturelle exceptionnelle avec 12 aires protégées, 3 sites Ramsar et 5 baies. Son littoral s'étend sur 450 km et sa biodiversité est unique, tant en faune qu'en flore, avec des espèces rares que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Véritable poumon écologique, Sofia fait vivre ses communes aujourd'hui grâce au marché du carbone, ce qui a permis de générer 8,8 millions de dollars. Ces fonds seront répartis entre les communes de la région, explique le docteur Malantsou Clermont, directeur régional de l'environnement et du développement durable. Mais la région ne se contente pas de posséder ces richesses naturelles, elle œuvre activement à leur protection. La priorité est donnée à la conservation des 50 000 hectares de mangroves fortement menacés. Il est impératif d'allier protection de l'environnement et moyens de subsistance des populations. De nombreux partenaires ont répondu à l'appel, Planète Urgence, Blue Ventures, Bondi et bien d'autres. Ensemble, ils accompagnent les populations locales vers une économie verte avec des résultats concrets à la clé. Le principe est simple, explique le docteur Clermont. Il faut faire comprendre aux habitants qu'ils bénéficient directement de la protection des forêts. À partir de là, ils deviennent les premiers volontaires pour défendre l'environnement. C'est dans cet esprit que les fonds générés par le marché du carbone sont redistribués aux communes. La région Sofia ambitionne de devenir un modèle national en matière d'alliance entre le développement humain et protection de l'environnement. En économie, le secteur du tourisme a versé 780 626 430,4 dollars dans la caisse de l'État en 2024, selon les données de la BFM. Pour cette année 2025, la contribution prévue du secteur touristique au PIB est estimée à 14,9%. Le secteur du tourisme a généré 780 626 430,4 dollars de recettes pour l'année 2024, d'après les données fournies par la Banque centrale de Madagascar, soit l'équivalent de 3 548 598 190 414,5 arrières. Pour rappel, 316 873 touristes ont visité Madagascar l'année dernière. Les investissements dans le domaine du tourisme pour 2024 se sont élevés à 2 573 261 000 dollars. Par ailleurs, 587 autorisations ont été délivrées, créant ainsi 2 778 emplois. Pour cette année 2025, la contribution du secteur touristique au PIB est estimée à 14,9%, ce qui démontre son rôle majeur dans le développement économique et social de Madagascar. Et dans ce focus, nous vous emmenons hors de la capitale, à environ 48 km sur la route nationale 4, là où se trouve le temple Sidzu. Ce lieu commence à attirer de plus en plus de Malagasy. Rien qu'à l'occasion de la fête des Pâques, on y a compté jusqu'à 800 visiteurs. Les détails. À peine sorti d'Anzumuk, sur la RN4, on aperçoit une immense bâtisse au style architectural très particulier. Il s'agit du temple Sidzu, construit par le maître Chiwoul en 2019. Une fois à l'intérieur, on a l'impression d'être en Chine, tant l'environnement est dépaysant. C'est ici que vivent des moines et non-bouddhistes. Maître Chiwoul a ressenti un lien spirituel particulier avec Madagascar. C'est ce qui l'a poussé à ériger le temple Sidzu.
Il affirme également que les Malgaches ont le cœur pur, ce qui rend la communication avec eux très fluide. Grâce que le prédestin, il a choisi Madagascar, mais c'est surtout aussi, il a constaté le peuple malgache, c'est une nation très pacifique et c'est très inclusif. C'est grâce à ce genre d'inclusivité que le bouddhisme, certes, il y a aussi le terrain pour le bouddhisme, pour la croyance ici. Donc il a choisi Madagascar comme une destination pour sa propagande. La structure du temple a été construite dans un style typiquement chinois, avec un grand temple principal et plusieurs petits sanctuaires. Le grand temple a récemment accueilli une cérémonie célébrant l'anniversaire de la naissance de Bouddha, un moment très important pour les bouddhistes, équivalent à Noël pour les chrétiens. Lors de cette célébration, on procède au bain rituel de Bouddha. Les fidèles versent de l'eau parfumée à la rose ou au jasmin sur la statue représentant Bouddha enfant. Les moines et nonnes récitent des prières durant ce rituel. Après la cérémonie religieuse, une collation collective est partagée avec tous les participants. Les festivités se sont poursuivies pendant 3 jours. Cette année, la star du foot italien Andrea Pirlo a été l'invité d'honneur. Maître Chioul entretient des liens étroits avec des partenaires italiens. L'invitation, il avait récemment, il a constaté que c'est une grande cérémonie très importante, très solennelle. Et comme il a fait aussi la pratique de Chan, donc il a décidé d'accepter cette invitation pour déplacer à Madagascar pour assister à cette cérémonie spécialement. Dans l'un des petits temples, on peut voir différentes représentations de Bouddha. Ces figures ne sont pas considérées comme des dieux, mais comme des esprits ayant vaincu la souffrance et qui aident les autres à faire de même. Ces Bouddhas symbolisent la sagesse, la tolérance, la paix intérieure et le renoncement à l'égoïsme. Par exemple, Vairocana représente le centre, Akshobhya l'est, Ratnasambhava le sud, Amitabha l'ouest et Amoghasiddhi le nord. On remarque souvent de la nourriture déposée devant les statues en guise d'offrande pour demander des bénédictions. Le temple abrite aussi un espace dédié à la méditation. Les moines et nonnes y pratiquent plusieurs heures par jour. Lorsqu'on entre, il faut se libérer de toutes les pensées négatives et des tracas. Il s'agit de vider entièrement l'esprit. En ressortant, on se sent apaisé. Les maisons sur le site ont été construites par des Malgaches d'Ajanveln, district d'Akazubé. Au début du chantier, ils étaient 800 ouvriers. Le projet a été dirigé par des ingénieurs chinois. Le temple Sidzu offre ainsi du travail à la population locale. Les produits agricoles, comme les légumes et les fruits consommés par les moines, sont achetés directement aux paysans des environs. On y pratique aussi les reboisements pour contribuer à la préservation de l'environnement. Le temple Sidzu est ouvert gratuitement à tous. Beaucoup de visiteurs sont étonnés par ce qu'ils y découvrent. Outre le lieu de prière, on y trouve également un auditorium pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. L'orchestre symphonique Yule, composé de moines et nonnes du temple, y donne régulièrement des concerts.
Le temple Sizu renforce les liens culturels entre Madagascar et la Chine tout en apportant paix et harmonie. On compte plus de 100 moines et nonnes sur place, le plus jeune n'ayant que 3 ans. Ils sont respectueux, pacifiques et ouverts aux échanges. Ils suivent les 5 préceptes fondamentaux du bouddhisme: ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas adopter de conduite sexuelle incorrecte et ne pas consommer des substances intoxicantes. Et dans un tout autre sujet, 127 maires des régions d'Anjouy et d'Anos ont bénéficié d'une formation en gouvernance. L'objectif est d'harmoniser les visions et les méthodes axées sur le développement dans le but de vaincre la pauvreté à partir du niveau local. Antoniana Martina pour plus de détails. Le développement local est le principal objectif et la compétence des maires constitue l'un des leviers pour y parvenir. C'est dans cette optique qu'une formation a été organisée à l'intention de ces 127 maires des régions d'Anjouy et d'Anos, à l'initiative du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. Cette formation est un outil destiné aux maires afin d'uniformiser les visions et les actions orientées vers le développement, dans le but de vaincre la pauvreté, ennemi commun du peuple, a souligné la gouverneure de la région d'Anos. Le gouvernorat a également affirmé sa volonté de collaborer avec les maires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le projet gouvernemental Miunz. Et puis les habitants de la commune de Fionn, dans le district de Tirunmandid, ainsi que les collaborateurs du maire, demandent la réouverture de l'enquête concernant les poursuites judiciaires dont ce dernier a fait l'objet. Ce maire, accusé dans une affaire de corruption et a été condamné à 3 ans de prison ferme. Une manifestation a même eu lieu dans la localité, les habitants réclamant la vérité sur cette affaire. Antoniana Martina. L'affaire porte, entre autres, sur une collecte d'argent auprès des chefs Fouktan, censée servir à financer la construction des bureaux Fouktan Manarapench. Mais selon les habitants et les chefs Fouktan, l'argent n'a jamais été perçu par le maire. Il lui est également reproché d'avoir perçu de l'argent de certains employés communaux. Les habitants réclament la transparence sur cette affaire et la reprise de l'enquête pour faire éclater la vérité concernant le maire de Fionn, district de Tirunmandid. D'après les informations recueillies, ce maire a été condamné à 3 ans de prison et interdit d'exercer toute fonction publique pendant 10 ans. La commune est aujourd'hui sans dirigeant selon les habitants. La semaine dernière, la sénatrice de Madagascar, Lalatine Ragout-Njazaf, s'est rendue sur place pour écouter les doléances de la population de Fionn. Elle a également alerté les autorités compétentes sur cette affaire. À la fin de la semaine dernière, les habitants de Fionn ont poursuivi leur manifestation dans l'espoir d'alerter sur la situation de leur maire. L'utilisation de la technologie géocell pour la construction de routes constitue une solution durable face à la dégradation des voies en milieu rural. La route reliant Anusvel dans le district de Farafangan est l'un des premiers exemples d'application de cette technologie. Ce chantier est pris en charge par le projet DEFI sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'objectif est de faciliter la circulation des produits agricoles ainsi que les déplacements. Antoniana Martina. La commune rurale d'Anusvel, située dans le district de Farafangan, région Atsimoatsinanen, bénéficie du projet de construction routière issu du programme DEFI du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il s'agit de la réhabilitation d'un tronçon de 15 km grâce à la technologie géocell. Cette nouvelle technique de construction de routes, résistante aux intempéries, est connue pour durer jusqu'à 30 ans. Les travaux avancent actuellement avec un taux d'exécution estimé à 73%. Selon les explications, l'installation d'infrastructures durables comme celle-ci constitue une priorité pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage afin de résoudre les problèmes rencontrés par les agriculteurs pour transporter leurs produits.
Outre la commune rurale d'Anusvelu, 10 autres communes bénéficient également directement des avantages liés à la réalisation de cette route de 15 km. Passons à présent aux actualités internationales. Une nouvelle frappe ce dimanche a fait au moins 8 morts, dont 4 enfants. Plus de 1 million d'enfants sont privés d'aide vitale à Gaza. France 24. Un missile est tombé sur une tente dans le nord de l'enclave, tuant une famille entière. 3 enfants, leur mère et son mari dormaient à l'intérieur d'une tente et ont été bombardés par un avion israélien sans préavis. 3 enfants, avec leur mère et leur père. L'armée israélienne continue son offensive et son blocus sur la bande de Gaza. Depuis le 2 mars, plus aucune aide humanitaire n'entre dans l'enclave, entraînant une pénurie de nourriture et notamment de farine. Où est l'humanité du monde qui nous voit tous les jours? Depuis plus de 60 jours, pas même un verre d'eau n'est entré par les points de passage. Notre peuple veut vivre, nos enfants veulent manger. Quelle est la faute de ces enfants? Qu'ont-ils fait pour mériter cela? Tout ce qu'ils veulent, c'est manger et vivre leur vie. Israël, de son côté, affirme qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza et poursuit sa stratégie qui vise à forcer le Hamas à libérer les derniers otages. La branche armée du mouvement islamiste vient d'ailleurs de diffuser une vidéo de 2 otages israéliens. L'un d'eux appelle à mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. Le Pakistan et l'Inde ont annoncé un cessez-le-feu immédiat après plusieurs jours de violence impliquant drones, artillerie et armes. Toutefois, dans la soirée, les 2 pays se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint cet accord. France 24. Regardez, c'est mon magasin. Il a été attaqué et brûle toujours. Nos maisons et nos magasins ont été touchés. Regardez la situation. Dans le district frontalier d'Ori, le village de Lagama a été frappé par des obus d'artillerie provenant du Pakistan, à seulement quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière. La boutique de ce commerçant a été réduite en cendres. La moitié des habitants sont partis. Nous n'avons pas de bunker, pas d'endroit sûr pour nous abriter. Mais nous devons rester ici, même dans ces conditions. Les enfants et les personnes âgées ont peur, les gens partent. On voit l'ampleur des dégâts. Les habitants des zones frontalières du Jammu et Cachemire, administrées par l'Inde, ont subi des bombardements pendant plusieurs nuits consécutives. Plus de 20 maisons ont été endommagées lors de l'attaque dans ce village. Et beaucoup d'autres ont été partiellement touchées. Nous avons eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de victimes ici, mais je suis toujours terrifié. Que se passera-t-il si les bombardements reprennent? Une escalade après les frappes indiennes sur 9 sites au Pakistan qualifiés de terroristes par New Delhi, ce qui a déclenché des représailles pakistanaises. De quoi susciter un sentiment de panique dans la ville de Jammu. Des centaines de personnes, principalement des étudiants, ont fui pour leur sécurité. C'est la première fois que nous assistons à de telles attaques à Jammu. J'ai terriblement peur. Je rentre chez moi car il est préférable de rester avec ma famille dans une telle situation. Si nous vivons, nous vivrons ensemble. Si nous mourrons ensemble. Il y a eu tellement de missiles et d'attaques de drones. Ma famille est très inquiète et me demande de rentrer au plus vite. Jammu n'est pas sûr. Samedi, l'annonce d'un cessez-le-feu entre les 2 voisins a suscité un soulagement, mais éphémère. Des habitants de plusieurs parties de la région ont d'ores et déjà signalé avoir entendu de nouvelles explosions. Et pour terminer, des milliers de personnes se sont manifestées à Tel Aviv pour appeler à un accord de paix. Rassemblés par des mouvements pacifistes et des familles de victimes, les manifestants ont exigé la fin des hostilités, la libération des otages et la reprise de négociations diplomatiques. France 24. Comme tous les samedis soirs depuis plus d'1 an et demi, ils se sont rassemblés par milliers à Tel Aviv pour réclamer au gouvernement israélien la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages retenus dans l'enclave palestinienne. Une nouvelle manifestation d'ampleur, quelques heures après la diffusion par la branche armée du Hamas d'une vidéo de 2 otages israéliens en vie, celui qui prend la parole appelant à mettre fin au bombardement dans le territoire palestinien. Un message relayé par les parents d'autres otages encore captifs du mouvement islamiste.
Nous appelons les dirigeants étrangers à se montrer fermes pour négocier un accord qui apportera la stabilité à la région et libérera 59 otages, dont mon fils. Notre chef d'état-major a déclaré cette semaine que les opérations à Gaza mettaient en danger la vie des otages. Le gouvernement israélien est prêt à lancer une opération militaire qui pourrait mettre en danger la vie des otages. Dans la bande de Gaza, l'offensive israélienne se poursuit. Elle a repris le 18 mars après une trêve de près de 2 mois. Les dernières frappes ont fait plus d'une vingtaine de morts d'après le ministère de la Santé affilié au mouvement islamiste. Comme ici à Jabalia, dans les décombres, ces familles enterrent leurs morts et peinent à trouver des approvisionnements en nourriture et en médicaments. Notre peuple veut vivre, nos enfants veulent manger. Quelle est la faute de ces enfants? Qu'ont-ils fait pour mériter cela? De son côté, le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou indique poursuivre sa stratégie avec l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Les efforts diplomatiques en vue de mettre fin au combat par le biais d'une médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis n'ont pour l'heure pas abouti. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Tout de suite après, retrouvez le film Take Cover. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.